Elle les mit au lit tant bien que mal, leur lut leur histoire préférée, les borda, les embrassa, les câlina, s'imprégna de leur image, se retint de hurler, de pleurer, de s'enfuir avec eux. Ils finirent par se calmer, elle pouvait donc les laisser. Elle sortit de leur chambre avec une emprise sur elle-même qu'elle n'aurait jamais cru avoir. Elle descendit l'escalier et ouvrit une porte dérobée sous celui-ci. Ici, le plafond avait la forme des marches au-dessus. Un petit lit était encastré entre une petite étagère où elle avait empilé ses rares vêtements, mais qui débordait tout de même. Un pan de mur où un seau et une cuvette surplombée d'un lavabo faisaient office de salle de bain. Une fenêtre donnait sur le parc pour surveiller les enfants si ceux-ci décidaient de faire un tour alors que l'heure n'était plus aux promenades. Elle avait vécu ici 10 ans. Elle avait élevé ses enfants comme elle l'aurait fait pour le sien, qu'elle n'avait même pas eu le temps de prénommer. Elle avait pourtant été heureuse. Ses enfants, ses petits, l'avaient rendue heureuse. Elle les connaissait par cœur. Rose était une rêveuse, forte et fragile à la fois, généreuse, très intelligente, douce et gentille, mais possessive. Vilkas, lui, était très actif, moqueur mais gentil, malin et curieux, toujours à vouloir tout savoir. Il était fortement affectueux, mais semblait déjà doté d'un fort orgueil. Et parfois, il avait un air froid et distant, calculateur comme son père. Sweetma avait peur qu'un jour qu'il ressemble à ce tyran sans cœur, qui avait délaissé Théane une fois que les jumeaux étaient arrivés, sans aucune raison. Elle aurait souhaité savoir si son petit allait devenir un tyran lui aussi. Elle aurait voulu les voir grandir encore, voir ce qu'ils allaient devenir en tant qu'humains plus tard, les serrer encore, les embrasser. Elle tira un drap caché sous son matelas et s'assit lentement sur son lit. Elle pleura en silence, les yeux dans le vague, en lissant le drap qui était celui dans lequel dormaient les jumeaux lorsqu'on les lui avait remis dans les bras pour la première fois. Elle avait envie de céder à son désir d'emmener les enfants loin de ce pays, de les aimer avec un amour sans borne pour le reste de leur vie. Elle suppliait en silence les dieux, Balsol, Luna et surtout Gaïa, de lui accorder la grâce de rester à leur côté. Mais comment allait-elle faire ça? Comment allait-elle abandonner ces petits aux mains froides de la reine et à la cruauté du roi? Certes, les deux impériaux parents avaient été auprès d'eux le plus possible, le souverain trahissant même la règle ancestrale des 10 ans aveugles, une loi ancienne qui interdisait aux monarques de voir ses héritiers entre leur naissance et leur 10e anniversaire. Mais au vu de ce qu'ils faisaient subir au monde, elle doutait, non de l'amour qu'ils avaient pour leurs enfants, mais de la façon dont les petits allaient être élevés après sa disparition. Ils allaient se disputer pour chaque centimètre de pouvoir, pour chaque pays opprimé, en particulier les deux frères, car elle savait que Vilka se sentait inférieur à son aîné et avait le fervent désir de faire ses preuves, ce qu'elle ne comprenait pas, le roi lui montrant bien plus de considération qu'à Théane. Elle espérait quand même que ce qu'elle leur avait appris sur l'amour et la bonté les en empêcherait. Elle espérait qu'ils seraient différents de leurs parents et de leurs frères, différents de ce monde dans lequel ils étaient nés. Elle voulait qu'ils soient heureux et leur souhaitait un monde neuf, sans haine, sans douleur. Mais c'était impossible, et tout le mal du dehors, ils seraient dans l'obligation de l'affronter seuls, sans elle pour les protéger. Elle retint un profond sanglot. Dans la chambre au-dessus, inconscients du chagrin de leur nourrice, les deux enfants ne pouvaient trouver le sommeil. Rose avait peur, et Vilkas était surexcité. La nuit risquait d'être longue pour tous. Plus haut dans le château, la reine et le roi s'entretenaient de l'avenir de leurs enfants, alors que divers serviteurs préparaient encore à cette heure de la soirée les festivités du lendemain. Tous deux étaient dans le grand salon de leurs appartements. Ils discutaient, leurs regards emplis d'espoir pour leur progéniture. Prolecto voyait en Vilkas la promesse de la continuité du royaume qu'avait forgé son époux avec ses aïeuls, et Pantastrière considérant Rose comme le cœur, aussi beau et dur qu'un joyau de son empire. Elle serait la femme la plus belle et la plus froide qu'on ait vue. Elle ferait désespérer plus d'un homme, et, malgré sa fragilité apparente, elle saurait régner aussi bien que lui, si ce n'est mieux.
car il était évident pour eux que leurs 2 enfants régneraient ensemble. 2 trônes d'or accueilleraient les nobles et les monarques étrangers. 2 mains se poseraient sur l'épée du roi. 2 cœurs battraient pour l'opulence et la prospérité de la monarchie. Ils escomptaient que leur mariage respectif ne nuirait pas à l'équilibre qu'ils allaient créer pour eux. C'est cette conversation qu'un jeune garçon de 15 ans, grand, sec et pâle, surprit, alors qu'il venait saluer ses parents et faire part à son père de ses nombreuses victoires dans la salle de combat. Il resta longtemps immobile près de la porte entr'ouverte. Son cœur fut empli de douleur, mais surtout de rage et de haine pour ce frère plus jeune que son père lui préférait. Pourquoi? Il ne pouvait supporter cette injustice qu'il ne comprenait pas. Il aurait voulu se précipiter dans la maison des petits princes pour étrangler celui qui lui volait jusqu'à son trône, qui pourtant lui revenait de droit. Mais il resta là jusqu'à ce que le roi et la reine rejoignent leur chambre. Il regagna à son tour ses appartements, longeant seul les couloirs faiblement éclairés, où les tapisseries et les tableaux semblaient se mouvoir dans l'ombre qui dansait avec les flammes des torches. Ses muscles étaient tendus et sa mâchoire crispée par la colère et l'indignation, ombre de lui-même. Il entra chez lui et s'assit dans le fauteuil qui faisait face à la cheminée, évitant ainsi de tout briser autour de lui. Aucun feu ne brûlait dans l'âtre. Pourtant, une étrange lueur luisait dans les yeux de Théane qui fixait le vide dans un silence glacial, contrastant avec l'ébullition de son être. Sa haine grandit encore lorsqu'il songea à ce qui l'attendait le lendemain, la venue de ses enfants dans le grand monde. La porte allait s'ouvrir sur leur trône qu'ils devraient occuper plus tard, tout comme leurs ancêtres avant eux, et lui n'aurait rien. Comment son père pouvait-il préférer ce louveteau? Pourquoi lui qui faisait tant d'efforts pour être le plus fort, le plus instruit et le plus rusé, était-il dénigré au profit d'un enfant ignorant, à peine retiré du sein de son esclave de nourrice? Le jeune homme ne pouvait supporter cette idée. Avoir moins d'intention et moins d'amour l'avait rendu dur et fort. Il en remerciait même ses parents. Mais ça, c'était impossible. Non, il ne pouvait le permettre. Il était le prince Théane de Whitwall. Personne ne lui prendrait son trône, et il ferait payer à ce petit rejeton encore rosé par la naissance la préférence de leur père. Le couteau, long et effilé à sa ceinture, émit un crissement lorsqu'il le sortit de son fourreau, clair et menaçant dans le silence de son boudoir. Il tendit la main vers la cheminée. Ses iris bleus océan devinrent blancs alors qu'il marmonnait des paroles inaudibles. Un feu s'alluma de nulle part dans l'âtre, crépitant et ronflant, tandis que le prince se levait de son fauteuil qui craqua légèrement, les yeux toujours vides même de leurs pupilles. Il déchira la manche de sa chemise et mutila son bras au niveau des veines à la verticale. Un flot de sang jaillit et alla rencontrer les flammes. Théane! Les flammes se tranquillisèrent et la plaie du jeune homme cicatrisa à une vitesse incroyable. Que faites-vous? Je vous avais interdit. Interdit? L'homme qui venait de surprendre le prince avait la peau aussi noire que la suie. Son crâne dégarni luisait sous les lustres. Il s'appuyait sur une canne qui paraissait obsolète au vu de son dos droit et de ses épaules carrées. Vous n'avez rien à m'interdire, ô Boéder. Vous êtes à mon service. Si le roi apprend ce que je vous ai enseigné, il nous tuera tous les deux, assurément, et douloureusement qui plaisait. Il y eut un silence pendant lequel le prince et l'esclave se regardèrent fixement. Ils eurent l'air de se comprendre. Qu'avez-vous promis, monseigneur, en échange de votre demande? Rien. Je demande, c'est tout. Je suis prince, j'y suis habitué. Vous apprenez vite, constata le vieil homme. Cependant, il y a toujours une contrepartie. Je ne suis pas un idiot, cracha l'adolescent. Je n'ai jamais dit cela. Même si je l'osais, je mentirais en le disant. Théane se détourna pour que le vieillard ne le vît pas sourire. Il se maudit. L'idée qu'avait de lui l'esclave lui importait et le rendait faible et pathétique. Pourtant, c'était le cas. Vous devriez aller dormir, monseigneur. La journée sera certainement rude demain. Tu n'as pas idée à quel point, murmura Théane en serrant les dents. Il se rassit dans son fauteuil qui grinça et fixa de nouveau l'âtre où le feu crépitait chaleureusement à présent. Le vieil homme s'approcha avec un pas lent, ample, et sa posture dégageait une aura de puissance et de sagesse. Lorsqu'il fut près de lui, il posa la main sur l'épaule du jeune homme. « Dites-moi ce qu'il y a, mon garçon. » Théane laissa le silence s'allonger avant de finir par répondre sèchement. « J'ai surpris une conversation, troublante. » Pendant un instant, le silence revint,
Puis le prince ressentit une pression dans sa tête. Il bondit de son fauteuil et le vieil homme recula vivement. Ne, ne me regarde pas avec ces airs terribles, mon garçon. Je ne veux que ton bien, contrairement à d'autres. Vous avez essayé de... Alors parle-moi, Théane. Je suis ton ami, ne le vois-tu pas? Théane observa intensément les yeux noirs de son précepteur, ses yeux qui commençaient à se voiler maintenant, mais qui ne cessaient de le regarder avec intensité et une sagesse qu'il n'avait jamais pu voir dans les yeux de son père. Ils ne veulent pas de moi comme héritier, Oppo. Au surnom, Oppo-Éder sut qu'il pouvait s'approcher et reposer à nouveau sa main sur l'épaule sèche et musclée du jeune prince. Ce dernier était de nouveau ce jeune garçon qui ne cherchait qu'amour et reconnaissance. « Qu'as-tu entendu » demanda le vieil homme avec douceur mais fermeté, de sa voix grave et profonde. Il parlait du règne de Rose et Vilcas. Il parlait des grands rois qu'il ferait. Pas une fois ils ne me nommèrent. Pas une. La rage et la peine de Théane étaient palpables. Oppo-Éder en avait le cœur serré. Fais-les changer d'avis. Montre-toi meilleur que cet enfant, en tout et pour tout. Peut-être cela sera-t-il long, mais je m'y emploie depuis leur naissance, Oppo. Ne l'as-tu pas remarqué? Toi qui es le seul après ma nourrice à t'être occupé de moi. Mère était présente avant la naissance, et puis j'ai vécu jusqu'à mes 10 ans en leur compagnie. Vilcas était arrogant et téméraire. Imagine ce que ce serait à mon âge alors que je le voyais déjà quand il avait 4 ans. Il tombera, forcément, c'est certain. Je m'y emploierai de tout mon être. Le trône de Maître Théré est à moi. Et je t'aiderai, mon garçon. Théane posa sa main sur celle qui couvrait toujours son épaule. Ils étaient presque aussi grands l'un que l'autre alors qu'Oppo-Éder dépassait le mètre 90. Veille surtout à satisfaire le roi en toutes choses. Tout ce que je veux de toi, c'est que tu restes en vie. Le vieil homme sourit aux mots du jeune homme, touché. Je ferai tout mon possible, mon prince.